Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Emma, âgée de 24 ans et coach en transition vers la mode durable. Alors vous voyez, j'ai dit juste avant que je recevais des femmes dans mon podcast, ce qui est finalement une vision très binaire de la société. Et c'est un langage qui exclut les personnes queer comme Emma. Alors avec Emma, nous avons tenté d'expliquer et de déconstruire beaucoup de notions, comme l'appropriation culturelle, le racisme, la non-binarité dans la mode ou encore l'adelphité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emma. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Pour cette première question, j'ai repris un peu la bio que tu as sur ton compte Instagram. Tu te définis comme étant afro-féministe, queer et végane. Et je me demandais comment ça se traduisait dans ton rapport aux vêtements et à la mode, cette définition de toi. Mais je vais commencer peut-être par le plus facile, vegan. Du coup, je m'oppose, en tout cas à titre personnel, à toute exploitation animale. Et du coup, ça se traduit dans la mode par le refus de porter du cuir, de la soie, de la laine aussi, par exemple. Donc, toutes ces matières-là sont hors de ma garde-robe. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que j'ai fait ma transition vers le véganisme. Donc, voilà comment ça se traduit à ce niveau-là, au niveau de mon dressing. Ensuite, pour l'afroféminisme, c'est un peu... je dirais pas compliqué, mais en tout cas, si on rapproche l'afroféminisme du décolonialisme, on en parlera peut-être après, ça se traduit par un refus de soutenir des marques qui pratiquent l'appropriation culturelle, qui pratiquent le syndrome du sauveur blanc, des marques qui vont utiliser des mannequins racisés seulement pour certaines campagnes, dans certains contextes, parce que ça les arrange, des choses comme ça. Okay. Et pour l'aspect queer LGBTQIA+, personnellement, moi, je me définis comme non-binaire. Et donc, ça influence aussi mon rapport à la mode. Beaucoup moins genré, oui. J'imagine. Enfin, disons que depuis que j'ai découvert ça à propos de moi, que j'ai fait mon coming out et tout, je m'autorise beaucoup plus à expérimenter avec les différents styles vestimentaires, les différentes coupes. Je suis plus dans cette logique de tu as un vagin, donc il faut que tu aies une décourbe pour accentuer ta taille, il faut pas trop mettre en avant tes épaules parce que c'est masculin. Disons que ces petits clichés-là, je m'en libère. Ça induit aussi d'autres choses, mais voilà. D'accord, ok, ouais, pas de vestiaire masculin ou féminin comme on le définit. On va y revenir parce que c'est une de mes questions d'ailleurs aussi sur ça, sur la non-binarité, comment on fait dans la mode. Mais avant ça, on va continuer sur toi. Donc tu as longtemps été expatriée, tu as vécu en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, aux Pays-Bas, j'ai lu. En quoi ça a influencé les valeurs, les engagements que tu portes aujourd'hui ? Je ne sais pas si ça a eu un réel impact sur mes engagements actuels. Ça a forcément façonné la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être au niveau de mes transitions qui étaient à chaque fois assez rapides. Dès que j'avais une idée, dans les mois qui suivaient, j'avais déjà tout changé. Donc, c'est peut-être lié au fait que je voyageais souvent, que j'ai vu plusieurs modèles de fonctionnement aussi. Donc, disons peut-être que l'ouverture est plus facile et je switch assez rapidement de paradigme, de façon de faire. Donc, tu t'adaptes vite en fait. C'est ça. D'accord, ok. Non, c'est intéressant. Mais c'est vrai que tu es allé assez vite dans tes transitions. En tout cas, c'est ce que tu racontes sur ton compte Instagram dans ta bio. À quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives sociales et environnementales de l'industrie textile ? Je pense que ça a commencé... J'ai fait une école de commerce et donc j'ai fait une année de césure où j'ai pas mal voyagé
J'ai essayé pas mal de métiers aussi, j'ai été freelance, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Et quand je suis revenue en école, je sais pas si t'en as fait une toi-même, mais c'est un microcosme, on est très... C'est de l'entre-soi. Ouais. Et puis les voies sont toutes tracées, tu fais du marketing ou de l'audit. Je suis revenue là et je disais, mais je ne veux surtout pas faire ça. Donc il y a eu ça et j'ai essayé de trouver un peu quelque chose qui me correspondait. C'était un moment où je faisais beaucoup de crises d'angoisse aussi. Et donc je comblais ça en achetant beaucoup de vêtements. Surtout l'ultra fashion comme on l'appelle maintenant. Donc je commandais sur AliExpress, sur Shein et tout. En plus, tu sais, ça, avec le délai, ça arrive 1 mois plus tard. Le temps que les colis arrivent, j'avais déjà oublié. Donc je recevais des trucs, je disais putain, mais pourquoi j'ai commandé ça ? Enfin, ça me plaît même plus. La qualité était pourrie évidemment, donc au bout de lavage, c'est mort. À force de chercher des solutions sur YouTube, je suis une grande fan de YouTube, je suis tombée sur le minimalisme et je me suis dit ok, bon ben, on va essayer de faire ça parce que à force de dépenser toute ta thune dans des trucs qui servent à rien, visiblement le bonheur, ça marche pas avec ça. Donc on va s'intéresser à ça. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai beaucoup trié, j'ai vendu sur Vinted plein de trucs. Il y avait des choses irrécupérables, donc ça a fini en torchon aussi. Et donc ça a commencé par ça. Je me suis rendu compte de l'impact qu'avaient les achats en fait et la surconsommation en général à propos de ça. Et donc ça en est venu à l'aspect environnemental en général. Donc je me suis intéressée au zéro déchet d'abord, puis au végétarisme. Donc, en l'espace de 2 mois, j'étais passée au végétarisme. J'avais des bocaux partout. J'avais plus aucun plastique. J'avais plus de poubelle. J'avais plus beaucoup de vêtements non plus, d'ailleurs. J'avais complètement changé ma façon d'allouer mon budget. Donc, au lieu de dépenser peut-être 150 euros par mois en trucs avec une qualité moisie, j'ai acheté des pièces un peu plus durables. Donc, c'était peut-être 1 ou 2 pièces tous les 3 mois et je mettais le prix. Donc, ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Et ensuite, je suis partie en Chine pour mon échange universitaire, enfin mon échange en école de commerce. Là-bas, donc, je suis passée au véganisme. Et du coup, véganisme, comme j'en parlais au début, il y a un aspect mode, en fait, dans les matières aussi. Donc, tu sais que je me suis perdue. Non, c'était c'était comment tu as pris conscience des dérives, mais c'est hyper intéressant. Donc en fait, tu as découvert aussi les matières via ton véganisme. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, il a fallu chercher, se renseigner, savoir qu'en fait, ah bah oui, la laine, ça vient d'un animal, oui, la soie aussi. Ouais, c'est ça. Okay. Puis l'impact de ces matières aussi sur l'environnement, trouver des alternatives qui soient pas trop nocives, parce que du coup, ça sert à rien de remplacer du cuir animal par un cuir en polyester, tu vois. Enfin, il n'y a pas de sens. Donc, c'était trouver des alternatives qui soient, je dirais pas bénéfiques pour l'environnement, mais en tout cas qui soient moins pourries que les autres. Et puis, du coup, au début, en fait, mon rapport à la mode était très influencé par l'aspect environnemental et le véganisme, qui se rejoignent au final, enfin, dans ma façon de voir les choses en tout cas. Puis, ça fait 2 ans maintenant déjà, mais il y a eu le premier confinement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait le Black Lives Matter à ce moment-là. Ouais. Et donc, franchement, j'ai pris ce truc vraiment pleine face. Ça a été assez dur de voir, il y a eu plein de vidéos de violences policières, plein de gens qui s'insurgeaient, qui remettaient beaucoup de choses en question. Donc, je me suis rendu compte de pas mal de choses à propos de moi, à propos de mon éducation, mon rapport à moi-même, comment il avait été façonné par rapport à tout ça. Et donc, je suis rentrée dans l'aspect social à fond. Et je dirais que maintenant, mon rapport à la mode, il est... Certes, il y a toujours l'environnement, mais maintenant, l'aspect social est numéro 1 pour moi. Donc, c'est passé par l'antiracisme d'abord, puis l'aspect féministe et plus récemment l'aspect LGBTQ. Ouais, donc ça s'est fait progressivement. En fait, ta prise de conscience, elle a été environnementale, puis ensuite sociale. C'est intéressant que tu parles des violences policières, de la mort de George Floyd. C'est vrai que la mode s'est un peu emparée du sujet avec ces fameux petits carrés noirs. Ouais. Et beaucoup de gens se sont vite révoltés contre ça parce que c'était de la récupération marketing. Ouais. Et qu'en fait, quand tu regardais les comptes Instagram, tu voyais même pas un ou une mannequin racisée dans toutes les images, quoi. Donc, et alors, je parle même pas d'en interne des entreprises, où alors là, la diversité et l'inclusion. Il y a eu plein de choses qui sont ressorties, et puis, oui, en fait, maintenant, il y a certaines marques, du coup, vu que, comme tu dis, on leur a reproché, c'est le carré noir, alors qu'il y avait rien derrière, qui ont fait des efforts, qui ont commencé à mettre des mannequins racisés en avant. Il y a eu pas mal de débats, si c'était honnête ou pas, comme un peu avec le greenwashing. Honnêtement,
je me dis que je sais pas si c'est honnête ou pas, si c'est genuine entre guillemets, mais tant que on embauche des gens, c'est pas grave, tu vois. Oui, si on donne passe une par chance là, et puis tant pis. ouais. Puis si on écoute ensuite leur voix en interne, peut-être que ça va permettre ça peut de faire un changer au changement fur et à sur le mesure. long terme, quoi. Complètement. Ouais. Donc tu le disais, tu es minimaliste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste? Parce que je pense qu'il y a parfois un peu des amalgames. On se rend pas vraiment compte ce que veut dire le minimalisme. Et pourquoi ce choix assez radical? Alors tu l'as rapidement expliqué, tu t'es senti un peu submergée. Enfin finalement tu te rendais compte que ta surconsommation ne répondait pas du tout à tes besoins, ne te rendait pas heureuse. Mais bon, entre ça et passer au minimalisme, il y a quand même un énorme pas. Donc peut-être nous rappeler pourquoi ce choix plutôt radical et ce que c'est surtout. Je suis quelqu'un d'assez radical de façon générale. Je fais pas vraiment les choses à moitié. Mais pour ce qui est du minimalisme, je dirais que chaque personne a sa propre définition un peu. Pour moi, c'est ne pas s'encombrer de choses qui, au final, ne nous apportent rien. Enfin, surtout au niveau émotionnel, en fait. Les choses qui m'apportent pas du bonheur, ça sert à rien que je les garde et que je m'encombre avec ces choses-là. Parce que ça occupe de la place physiquement, mais aussi dans l'esprit, en fait. Et donc, j'ai besoin de me libérer un peu des choses matérielles pour être à l'aise. Et alors, dans ta garde-robe, il y a très très peu de vêtements. Ça se traduit comment? Peut-être en termes numériques, en termes de chiffres, ou c'est plus t'as que des vêtements que tu mets? Enfin voilà, pour qu'on sache un peu toi ta définition en fait du minimalisme. Alors, ma garde-robe, elle s'est un peu étendue il y a quelques mois. Comme je disais, quand en fait je me suis rendu compte que j'étais non-binaire et que j'avais envie d'essayer de m'amuser avec ça. Du coup, j'ai racheté un peu de vêtements pour découvrir ce qui me plaisait par rapport à tout ça, comment je voulais expérimenter, m'amuser avec la mode. Mais je porte absolument tout et effectivement, quand je me rends compte qu'il y a un vêtement que j'ai pas porté depuis peut-être 1 ou 2 mois, en général, il s'en va. Et en fait, effectivement, mon rapport au minimalisme a un peu évolué, puisqu'au début, je suis un peu rentrée dans le cliché de la personne minimaliste qui porte que des couleurs sobres, du noir, enfin, du coup, un vêtement de chaque catégorie, donc un seul blazer, un seul jean, un seul t-shirt, que des basiques déjà, pour éviter de prendre des motifs que tu ne porteras plus, des choses comme ça. Donc, je suis un peu rentrée dans ce cliché, comme on disait, en fait, radical à fond. Et depuis, c'est vrai que j'ai un peu fait marche arrière parce que je me suis rendu compte que je m'étais laissée un peu influencer par l'image de la personne minimaliste parfaite qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec les garde-robes hyper épurées. Et en fait, c'était peut-être pas moi. Donc, je me suis rendu compte que je m'amusais plus autant avec la mode. Enfin, en tout cas, elle m'apportait plus autant de plaisir qu'avant. Donc, j'ai un peu changé ça. Et comme je t'ai dit, du coup, j'ai un peu étendu ma garde-robe pour que ça reste un plaisir parce que je trouve que la mode, avant tout, c'est s'exprimer et réussir à s'épanouir, en fait, et à montrer qui on est au travers des vêtements qu'on porte. Donc, voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Et pour revenir un peu aussi sur ton arrêt de la fast fashion, tu nous l'as rapidement raconté, mais ça a été facile, difficile, parce que je sais que c'est souvent ça aussi parfois qui est compliqué, parce qu'il nous donne envie, parce que la fast fashion est très forte, ou l'ultra fashion, pour nous vendre du rêve. Toi, comment tu as vécu cette transition-là? Je dirais pas que ça a été du jour au lendemain, mais c'était l'intention en tout cas. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre les pieds dans les magasins, donc d'arrêter de passer mon mercredi après-midi chez Zara, juste pour éviter les tentations, d'arrêter d'aller sur les sites internet de fast fashion. Donc en fait, j'ai juste coupé tout accès aux tentations. Instagram, c'est compliqué. Instagram aussi, donc j'ai unfollow pas mal de marques pour éviter de les avoir sur mon feed. Parce que effectivement, quand tu scrolles et tu vois un truc sympa, tu cliques, c'est hyper facile en fait d'acheter. T'as même l'option achat sur. Maintenant, donc ça pousse tout le temps à ça. Du coup, j'ai juste coupé toute tentation pour éviter de craquer. Après, j'ai quand même eu des craquages. Surtout, en fait, c'était surtout lié au budget, parce qu'à l'époque, je faisais mes études, j'avais pas un budget limité, et donc je me souviens que une fois, par exemple, j'avais un entretien d'embauche et j'avais pas de blazer, je suis allée
à H&M chercher un blazer parce que j'avais pas 150 balles à mettre dans un blazer éthique pour le ton mercredi entretien, suivant, quoi. ouais, Donc bien sûr. j'y suis allée et j'ai acheté à 20 balles. Donc il y a eu des Culpabilité craquages. sur le moment ou pas? Après coup ou pas du tout? C'est intéressant, hein. Je porte aucun jugement, hein, vraiment. Eh ben, je pense que sur le moment, je me suis dit merde, c'est un échec. Ouais. Mais j'ai essayé. Enfin, je suis vite. Oui, t'as rationalisé je me suis vite peut-être remis du l'achat. truc. Ouais, parce que je me suis dit bon bah maintenant que tu l'as, tu vas le porter vraiment et tu vas rentabiliser l'erreur entre guillemets. Ouais. Tu vas en fait dans le minimalisme dont on parlait, tu l'as donc tu le portes, t'assumes et tu le portes jusqu'à ce qu'il soit foutu et après tu le remplaceras par une pièce éthique. Ok. Donc voilà. Ouais, non, c'est intéressant. Et tu vois, sur cette question de budget, moi aussi, je déconstruis pas mal de choses au fur et à mesure que j'assiste à des tables rondes. Et l'une d'entre elles, en l'occurrence, c'était hier, bon, je diffuserai l'épisode un peu plus tard, mais c'était sur cette question du budget et à quel point il y a un peu un mépris de classe quand quelqu'un va te dire oui, en même temps, si t'as pas beaucoup d'argent, t'as l'alternative, la seconde main ou du vintage. Et c'est vrai, c'est complètement un mépris de classe de dire ouais, toi t'as pas d'argent, du coup tu vas aller acheter en seconde main. T'es qui pour dire que t'as pas le droit d'accéder au neuf, quoi? C'est ça. Et je sais pas ce que tu penses de ça, mais je trouvais la réflexion hyper intéressante de dire qu'il faut arrêter de proposer comme alternative ça à des gens qui ont pas trop de budget, parce que pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir accès à du neuf, quoi? Bah oui, parce que effectivement, en fait, souvent je dis sur Insta ou dans mes coachings avec les personnes que j'accompagne que pour moi, 70 voire 80% du travail, c'est déjà d'arrêter de surconsommer. En fait, et si t'as pas l'argent sur le moment ou dans le futur, peu importe. Déjà, si on revoit notre façon de consommer et que, je sais pas, on achète. Je parle beaucoup de blazer parce que j'adore ça, mais y a pas de souci. T'achètes ton blazer chez Zara. Je sais pas trop les prix de chez Zara du coup, mais imaginons qu'il est à 30 €. Ouais. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est même un peu plus cher maintenant. Ouais, je pense qu'ils aussi. sont passés moyenne gamme, genre peut-être 50, 60 ouais, €. quelque chose comme ça, je pense. Mais même si tu l'achètes, je sais pas, chez, dans une autre marque qui fait de la mode, l'ultra autre chose, fashion ou ce genre de choses. Il y a moyen de consommer de façon responsable, même en achetant ce genre de marque neuve, parce que tu peux faire déjà attention aux matières. Donc, si tu fais attention à la matière, tu essayes de voir si c'est épais, si les coutures sont bien faites. Ça demande peut-être une certaine pratique, mais au bout d'un moment, tu pourras choisir des vêtements qui vont te durer, peut-être pas autant que si tu avais coûté 500 balles, évidemment, mais qui vont te durer peut-être 2, 3 ans, peut-être plus, parce que moi, il me reste des fringues de fast fashion qui ont 10 ans. Si t'en prends soin. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu peux totalement acheter. Alors, il y a l'aspect neuf social, là-bas. évidemment, qui tu évidemment, pourras pas... ouais. Évidemment, c'est produit dans des conditions affreuses, mais si tu as envie de neuf et que tu n'as pas le budget d'acheter en éthique, tu peux aller là-bas et te dire je vais le garder sur 5-10 ans et comme ça, au moins, tu amortis l'impact écologique. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, je trouve que c'est très... Le mot est peut-être pas méprisant, mais en tout cas... la personne l'a vécu comme ça, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je reprenais ces mots, mais... C'est très réducteur, en tout cas, de dire t'as pas d'argent, donc va acheter de l'usager, quoi. Enfin, je trouve que la fripe et la seconde main, c'est devenu un peu un truc de bobo, maintenant. Donc, sans critiquer, parce que moi, j'adore et tout, mais c'est vrai que quand t'as pas forcément le budget, t'as envie d'avoir du neuf, en fait. T'as pas envie d'aller... ou d'avoir le choix, en tout cas. Oui, c'est ça, en que fait. Personne c'est une question à te de choix. dire, va dans la seconde, va acheter de la seconde main ou du vintage. D'avoir le choix entre le neuf ou le vintage parce que t'adores ça, voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme je trouve un peu avec l'alimentation. Ouais. Quand il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'argent d'acheter, je sais pas, du jambon Fleury-Michon, par exemple. Je sais pas du tout combien ça coûte et qui achètent le truc marque repère, mais ils ont pas le choix et ils aimeraient acheter le Fleury-Michon, tu vois. Et c'est un peu la même chose avec la mode. Enfin, du coup, tu leur dis, va pas chez Zara, va en seconde main, et puis quand tu pourras, t'achèteras de la mode éthique. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Peut-être j'ai envie de moi aussi d'aller chez Zara parce que c'est tendance et parce que j'ai envie d'être comme les autres, tout simplement. Donc, c'est un peu...
Mais c'est des réflexions intéressantes. Après, c'est vrai que t'as raison de rappeler que le 80% du travail, c'est de moins consommer, parce que finalement, même quand t'as pas trop de budget, tu vas te rendre compte que en consommant moins, t'auras un petit peu plus d'argent, un peu plus d'économie pour t'acheter. Alors peut-être pas, effectivement, une marque éthique, parce qu'il faut quand même un plus gros budget, mais au lieu d'acheter 5 pièces tous les mois chez Zara, bah t'en achètes une, quoi. Et déjà, tu réduis vachement ton impact. Ouais. Donc je pense que rien qu'en faisant cette démarche-là, t'arrives à rentrer dans cette consommation un peu plus responsable, quoi. Puis il y a aussi beaucoup, tu parles de classe et tout, mais il y a aussi, c'est un peu terminé maintenant, je crois, mais il y a une injonction à un moment à, si tu veux minimiser ton impact, tu crées tes propres vêtements, t'apprends à coudre et tu fais les tiens. Ouais, je suis désolée, mais c'est pas pour tout le monde. Déjà, faut le temps d'apprendre à coudre, faut la motivation, l'énergie mentale éventuellement, la santé qui va avec. Si t'as 4 gosses chez toi, ou même un, t'as peut-être pas le temps de coudre tes propres vêtements, de faire ceux de ton enfant, de ton partenaire ou ta partenaire. Au bout d'un moment... Oui, pendant les confinements, il y a eu vachement cette... Bon, alors c'est intéressant de voir la couture et tout, mais il faut pas que ça devienne des injonctions. C'est ça, c'est génial. Et si tu le fais, bravo, vraiment. Mais l'imposer à tout le monde, tout le monde n'a pas la même vie, en fait, et les mêmes contraintes. C'est sûr, je suis entièrement d'accord. Alors, on va rentrer un peu dans tout le détail de ton travail de déconstruction que tu fais sur Instagram, qui est passionnant et que j'invite tout le monde à aller regarder, parce que c'est vrai, c'est pas forcément comme c'est Lorraine Bastide qui dit souvent, parfois on a des œillères parce que on a évolué dans un certain milieu, parce qu'on appartient à une certaine catégorie, et donc on voit pas trop à quoi peuvent être confrontées d'autres personnes. Donc c'est hyper intéressant de faire ce travail-là. Donc tu écris notamment que la mode est un secteur à l'intersection d'énormément de systèmes d'oppression. J'aimerais bien que tu reviennes sur ça, c'est-à-dire quels sont ces systèmes d'oppression pour qu'on se rende bien compte de tout ce qui est en jeu dans l'industrie textile. On a parlé un peu du classisme à l'instant, donc il est forcément présent. On a parlé du véganisme aussi, du coup c'est de l'exploitation animale qui est présente dans la mode. Pour ce qui est du féminisme, on n'est pas sans savoir que beaucoup d'ouvrières, d'ouvriers, mais en tout cas, la main-d'œuvre est constituée énormément de femmes qui sont exploitées, que ce soit en Occident ou dans d'autres régions du monde d'ailleurs. Et puis, au niveau du féminisme, t'as pas que la main-d'œuvre, mais t'as aussi les consommatrices et consommateurs qui sont soumis, comme on dit, à des injonctions, à des diktats de beauté, au fait qu'il faille être tendance pour être beau ou belle. Donc t'as ça, t'as tout ce qui est c'est pas forcément lié à la mode, mais ça rejoint un peu le maquillage, etc. Donc il y a cette partie-là au niveau du féminisme, et puis le racisme, où là on parlait de la main d'œuvre, mais beaucoup de la main d'œuvre se situe dans les pays qu'on qualifie du Sud, donc population racisée. Tout ce qui est au niveau du mannequin, il y a énormément de colorisme aussi au niveau des campagnes de pub. Donc, énormément de secteurs d'oppression qui se rejoignent en fait dans la mode. Dans l'industrie textile. On va essayer de détailler un peu tout ça. Déjà, il y a peut-être une notion moi, que j'aimerais bien éclaircir, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'une mode décoloniale ? Pour moi, la décolonisation, actuellement, c'est surtout au niveau de nos esprits, nos façons de voir les choses. Je vais pas dire arrêter parce que j'ai pas envie d'imposer, mais essayer en tout cas de sortir de cette espèce de hiérarchie qui est instaurée en fait dans notre société, où les populations racisées sont en bas de l'échelle et donc elles sont exploitées pour produire nos vêtements. Dans l'autre sens aussi, nous on leur envoie nos vêtements qui sont pourris parce qu'on se dit de toute façon ces personnes-là sont pauvres, elles ont rien apporté, donc elles seront très heureuses d'avoir mon t-shirt troué que j'ai acheté à Primark. Donc il y a pas mal de ça. Dans la partie mannequinat aussi, décolonisation, le colorisme, c'est un truc qui me fascine. Et c'est vrai que la plupart des personnes racisées qui sont mises en avant ont des traits très occidentaux. Par exemple, pour ce qui est des personnes de la communauté noire et afrodescendante, les personnes les plus mises en avant sont des personnes à la peau très claire, avec les cheveux lisses. Ouais, lisses, voire bouclés, frisés, et encore des nez fins, etc. Donc, ou alors l'extrême opposé,
des personnes à la peau très foncée, donc on dit dark skin, mais qui sont souvent du coup animalisées un peu dans les campagnes de pub. Donc tu les vois avec des prints léopards dans la jungle, les seins nus, en train de rugir. Donc ouais, c'est il y a ça à déconstruire un peu au niveau de nos esprits. Donc ouais, je parle un peu de décolonisation et décoloniser la mode. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant ça de se dire à quel point on continue ce modèle colonial en exploitant des gens voilà, à l'autre bout de la planète, dans des pays qu'on considère pauvres. Effectivement, tu parlais des vêtements qu'on envoie. Il y a des très bons articles et un très bon documentaire sur les décharges au Ghana où les vêtements finissent dans des décharges à ciel ouvert, ça pollue. Enfin, c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est tout ce système-là qu'il faut qu'on repense. Puis ça crée un trafic aussi sur place parce que du coup, les vêtements sont revendus. Il y a des enfants qui travaillent pour les revendre. Enfin, ça crée un espèce de réseau sur place aussi qui est pas très sain et dont les populations après n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ça tue l'artisanat local aussi, complètement. Et il y a une autre notion qui est hyper intéressante et il y a eu pas mal de scandales. Enfin, il y en a de plus en plus sur l'appropriation culturelle. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est et comment on peut reconnaître surtout cette dérive, parce que c'est pas forcément évident quand on s'y connaît pas, de remarquer l'appropriation culturelle et qu'est-ce que c'est? L'appropriation culturelle, pour moi, je trouve que l'aspect principal, c'est l'aspect économique et se demander qui est l'inventeur ou l'inventrice je sais pas, d'un motif, d'un tissu, d'un plat. Enfin, ça peut être dans tout. Hein. Et si cette chose arrive à exploser et devient mainstream, est-ce que c'est vraiment le créateur ou la créatrice de cette chose qui va avoir le plus de retombées économiques? Et en fait, à partir du moment où on répond non à cette question, ça devient de l'appropriation culturelle, à mon sens. T'as un exemple très concret, je sais pas, par exemple, sur un tissu ou quelque chose pour que ça parle? Peut-être dans la mode, avec, je sais plus quand c'était exactement, mais Stella McCartney, il y a quelques années, avait fait un défilé avec des tissus qui venaient, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était du Congo, à vérifier. Et elle avait fait des robes, en fait, qui ressemblaient vraiment beaucoup aux pagnes qu'on porte en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en fait, elle n'avait pas du tout dit d'où ça venait. Et elle se présentait comme l'inventrice de ce design-là. Donc, elle a eu toutes les retombées, toute la gloire autour de ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était pas du tout elle et que les personnes concernées élèvent la voix. Elles ont d'ailleurs, comme souvent, eu du mal à se faire entendre au début. Donc, ce serait... Ou quand tu utilises des... Il y a eu beaucoup ça avec l'Amérique latine aussi récemment sur des imprimés un peu ethniques, ce qu'on appelle... Enfin, on appelle ça comme ça. Et finalement, c'est comme si le styliste allait voler l'imprimé qu'il a vu chez des peuples autochtones ou ce genre de choses, qu'il le recalque sur des vêtements. Il dit pas où il a trouvé, il dit juste que c'est sorti de sa tête. Et en fait, les peuples qui ont inventé ça n'ont aucune retombée économique. C'est comme si c'est du vol de propriété intellectuelle un peu finalement. Complètement, c'est comme si tu étais designer et tu crées un nouveau print ou une nouvelle robe et puis tu la retrouves peut-être 2-3 mois plus tard dans une marque de fast fashion, quoi. Alors que toi, t'es petit designer indépendant. Enfin, c'est un peu le même principe. Ça arrive beaucoup. Et du coup, c'est totalement le même principe. Okay. Et qu'est-ce que ça pose concrètement comme problème, ce genre de dérive? Le problème, c'est que la reconnaissance ne va pas aux bonnes personnes. Donc, au-delà des retombées économiques dont ces populations ont souvent vraiment besoin, en fait, elles continuent d'être oppressées, de subir certaines discriminations. Alors qu'à côté de ça, tout le monde a adopté les parties de leur culture qui sont un peu sympas, qui ont l'air cool, qui deviennent d'un coup mainstream et bobo. Mais ça n'empêche pas que ces populations-là continuent d'être discriminées, en fait. Donc, on leur vole ce qui est cool, mais par contre, on les intègre pas. Et donc, Ok, elles n'ont pas d'argent, enfin, elles ne reçoivent pas il n'y a pas de retombées financières, quoi. Ouais. Et
comment on peut l'éviter? Parce j'imagine qu'il faut pas non plus s'empêcher de mettre en avant certains designs qu'on peut aller chercher ailleurs parce que c'est aussi intéressant de mettre en avant d'autres cultures, de les faire connaître. Donc où est-ce qu'on trouve l'équilibre? Comment on fait pour pas que ce soit de l'appropriation culturelle? Déjà, mentionner d'où ça vient, ça peut être bien. Encore mieux, c'est d'expliquer éventuellement la signification de motifs, du tissu, en dire un peu plus sur les personnes qui en sont à l'origine. Mais encore mieux, c'est juste de mettre en avant directement les personnes qui le font, en fait. De faire en collaboration avec ces personnes. Ouais, exactement, faire une collaboration et puis les monter un peu et leur donner de la voix. Les intégrer au processus de création. C'est ça. Okay. S'occuper aussi comprendre aussi pourquoi elles sont discriminées, éventuellement être un allié dans les causes qu'elles défendent et se poser la question aussi pourquoi on a envie de le faire. Je me souviens qu'à un moment, moi, du coup, comme je t'ai dit, j'ai passé pas mal de temps en Chine, j'ai fait un peu plus d'un semestre là-bas et la culture, juste le pays et la culture, je suis tombée vraiment amoureux du truc. Et donc, je me suis dit en rentrant, pourquoi pas faire une entreprise de mode éthique où je travaillerai avec des usines en Chine. Pourquoi pas même créer ma propre usine où les gens seraient bien payés, bien traités et ça serait top. Et je pourrais mettre en avant éventuellement l'artisanat local, des façons de faire de là-bas. Et j'avais vraiment réfléchi au truc pendant longtemps, pendant des mois. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de mettre en avant des choses de là-bas alors qu'en soi, je n'appartiens pas à cette culture et c'est peut-être pas ma place de le faire. Je vais plutôt prendre des gens qui le font déjà très bien et qui sont de là-bas, les mettre en avant sur mes réseaux, ailleurs, en parler et éventuellement, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais avec ma culture à moi. Parce que pour le coup, au moins, là, il y aura moins de faux pas possibles, quoi. Ouais. C'est quoi ta culture à toi, d'ailleurs? Moi, mon père est du Mali et ma mère est française. Ok, d'accord. Donc un mix de cultures. C'est très ça. Bien. Et donc là, on a parlé de colonialisme, d'appropriation culturelle. Je trouve que ça pose la question, de se demander, est-ce que la mode est raciste aujourd'hui? Oui. Oui, elle l'est. C'est en amélioration, c'est en évolution, ça évolue positivement, je trouve. Mais à l'heure actuelle, oui, elle l'est. Et la mode est problématique de toute façon. Elle est raciste de par la main-d'œuvre et le choix des localisations qui sont faites au niveau de la production. Elle est raciste au niveau des pubs, du marketing. Elle est raciste au niveau des embauches aussi en interne, à qui on donne la parole, qui on met en avant. Donc oui. Et ça pose une autre interrogation, celle de la mode éthique, parce que là, on parle beaucoup de mode, de fast fashion, d'ultra fashion, mais la mode éthique, elle échappe pas à tout ça, malheureusement. Je trouve qu'on n'y est pas encore totalement, on n'a pas réussi à se détacher des codes, de ces dérives-là, en tout cas. Et tu poses une question qui est hyper intéressante sur Instagram, tu te demandes, la mode éthique a-t-elle le syndrome du sauveur blanc? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bien, ça dépend des marques. Mais déjà, le syndrome du sauveur blanc, peut-être pour celles qui comprennent pas ce dont on parle. En fait, c'est... je vais donner un exemple qui sera peut-être plus parlant qu'une explication. Faire une marque avec, je sais pas, du tissu wax, du coup, qui est originaire du continent africain. Et... donner peut-être 5-10% des bénéfices à une association pour une école en Afrique parce que on fait notre part, quoi. On a pris le tissu, donc on va bien leur donner 5-10% de temps en temps. Pour moi, ça rentre dans ce cadre-là. C'est un peu pour se donner bonne conscience, en fait, et éviter de se faire taper sur les doigts. Donc on se dit, oui, j'ai pris ça, mais je compense, vous voyez, j'envoie un peu d'argent, ils sont contents, et puis problème réglé, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est le syndrome du sauveur blanc. Et donc, la mode éthique, là, beaucoup? Ou pas, ou là, tout simplement. Mais il est présent, en tout cas. Après, il y a des démarches qui sont vraiment sincères, bien sûr. Il y a aussi des personnes qui le font sans forcément s'en rendre compte que... oui, ça part pas d'un mauvais... aussi, je pense qu'il y a beaucoup de cas où la personne le fait de façon totalement sincère en se disant,
oui, je donnais un peu d'argent et tout, mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème et que on change les choses de façon systémique en fait. Je pense que ouais, c'est surtout un manque de vision systémique et se dire que juste en ayant une petite asso dans un petit village perdu dans un pays africain, bah ça ira et on changera les choses et à côté on continue de faire du bénéfice en France en vendant certaines choses à nos clients et nos clientes et puis voilà, c'est pas comme ça que le problème sera réglé en fait. Donc, mais ça pose beaucoup de questions parce que du coup, je revenais. Enfin, non, c'était quand j'étais au Bénin, donc pour le mariage de ma cousine, et on est allé dans le village, en fait, le village, là d'où elle était originaire, et on est allé dans une espèce de ferme en permaculture, et donc la personne qui s'en occupait, du coup, avait besoin d'argent et de financement. Et donc, je me suis dit, je vais l'aider. Et puis, je revendrai ces produits en France. Par exemple, il faisait du savon à base d'aloe vera ou de mangue qu'il produisait lui-même. Je me suis dit, ça serait top. Je les revends en France. Puis, on fait un bon truc, genre 50-50 sur les bénéfices et tout. Et puis, comme ça lui permet d'avoir une nouvelle clientèle. Et puis, en fait, en discutant beaucoup avec lui, je me suis rendu compte que j'apportais une vision très capitaliste des choses qu'il n'avait pas du tout. Une vision très axée école de commerce, bénéf, productivité et tout. Et je me suis remis en question de ouf par rapport à ça. Je me suis dit, mais attends, t'es en train de dénaturer sa façon de faire, en fait, et t'es en train d'apporter ta vision capitaliste des choses parce que t'es formaté comme ça, même si t'essayes de t'en détacher. J'ai grandi là-dedans. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dénaturer quelque chose qui est naturel, justement, et de déformer un peu tout ça avec ma vision qui est négative, en fait, et qui a un impact hyper nocif sur la planète, sur les humains? Est-ce que j'ai vraiment envie de lui apporter ça? Et je me suis dit, non. Donc, je vais juste lui donner de l'argent et il fera ses trucs parce que j'ai pas envie de le changer, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de marques aussi, tu sais, qui travaillent en collaboration avec des coopératives et tout. Bon, là, je pense que c'est un peu différent parce qu'il y a une vraie volonté aussi de développer. Mais c'est vrai qu'il faut toujours s'interroger de est-ce que c'était leur volonté à cette coopérative de se développer comme ça? Enfin, de vraiment avoir cette collaboration, en fait, et de pas arriver en imposant tes idées, ta façon de voir les choses. Parce que tu dis que c'est mieux, parce que tu viens de tel endroit, et donc forcément ta vision... Et qu'ils ont besoin d'argent pour... c'est ça. Ouais. Donc ça pose beaucoup de questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein, mais c'est au cas par cas, voir ce qui est le mieux et se remettre en question. Pas mal. Ouais, juste s'interroger, quoi. Dernière question de fond. Après, on va passer aux questions plus rituelles, plus sur toi, mais on en a rapidement parlé au tout début, c'est la question du genre. Donc toi, tu utilises le pronom neutre, inclusif dans ta bio, tu l'as dit, tu as déconstruit tout ça vers cette non-binarité. Comment la mode pourrait être plus non-binaire? Parce qu'il y a toujours ces catégories vestiaire féminin, vestiaire masculin, même cette mode du vestiaire androgyne pour les femmes. Enfin, ça reste très quand même binaire. Même moi, dans le podcast, tu vois, je dis je reçois des femmes. Enfin, je suis très dans cette binarité aussi. Hein. Clairement, il faut que je déconstruise tout ça. Mais comment la mode pourrait l'être un peu plus? C'est une question difficile parce que comment dire? En fait. La mode éthique, souvent, c'est des femmes, comme tu le dis, qui s'y intéressent, qui créent des entreprises. Et du coup, avec tout l'élan féministe qu'on a eu ces dernières années, il y a aussi un besoin, je pense, de revendiquer d'être une femme, d'être badass, d'être indépendante, etc. Et de revendiquer cette identité de femme, justement. Et du coup, avec le débat autour de l'inclusivité aujourd'hui, en fait, la question que je me pose, c'est oui, moi j'aimerais bien me sentir inclus dans certaines de ces choses-là, et donc une tournure de phrase en soi, c'est rien. Mais je suis aussi bien placée pour savoir que par rapport aux pronoms, aux accords, oui, les mots ont une importance et les phrases ont une importance. Et du coup, même si j'aimerais de temps en temps que ce soit un peu moins binaire et qu'il y ait, je dirais pas qu'il y ait moins de revendication de l'identité de femme, mais en tout cas que
les personnes qui ne sont pas dans ça soient inclus dans les manifestes, dans d'autres choses. J'ai pas non plus envie de priver les femmes qui sont en train de découvrir le féminisme et qui sont en train de découvrir leur identité, en train d'en être fières et de construire leur identité autour de ça, de les priver et de leur dire ouais, mais moi je suis là et moi aussi j'ai envie d'être dedans, donc changez votre façon de parler et passez tout en inclusif, quoi. Enfin, du coup, c'est un peu ambivalent. T'as envie, mais en même temps, tu veux pas priver tes sœurs, on va dire, tes consoeurs de ce nouveau bonheur qu'elles ont de découvrir leur identité et d'être féministes à fond. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est là où il faut un féminisme un peu plus intersectionnel aussi, peut-être. Ouais, en fait, du coup, je me dis que le féminisme, c'est un grand truc. Et après, on peut avoir différentes bulles à l'intérieur dans lesquelles chacune peut trouver son safe space. Donc, certes, il y a un féminisme global, mais ensuite, il y a un afroféminisme, il y a un féminisme pour les personnes queer, il y a un féminisme pour les personnes porteuses de handicap, un féminisme pour les personnes qui sont considérées comme maigres ou considérées comme grosses. Enfin, du coup, on peut créer plein de safe space à l'intérieur et se rassembler tous ensemble quand on le veut. Et puis, dès qu'on a besoin de retrouver notre petite bulle avec des personnes qui sont un peu plus comme nous, enfin de resserrer en tout cas notre féminisme, on peut y aller aussi, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je reviens juste sur la question d'avant. Ouais. Tu me demandais comment la mode peut être plus inclusive et moins binaire. Je voulais partir sur souvent, maintenant, on voit de plus en plus unisexe. Et souvent, sur les sites, on voit femmes, hommes, unisexe dans les onglets. Je trouve ça un peu bizarre. Et c'est comme un peu la création d'un troisième genre, surtout quand tu regardes ce qu'il y a dans unisexe. En soi, c'est des trucs assez ennuyeux. En général, t'as vite fait des sweats et des joggings, des trucs un peu amples et tout. Et personnellement, je me reconnais dans aucune des trois catégories, donc je fais les trois. Mais ouais, à la limite, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste de supprimer toutes les catégories et de mettre les vêtements en pagaille comme ça. Et ça évite aussi Je pense qu'il y a aussi des gens qui s'empêchent d'acheter certaines choses parce que c'est dans le rayon opposé. Alors que si on faisait pas les catégories, peut-être qu'en scrollant ou en passant dans les rayons, ces personnes-là prendraient le cintre et puis se poseraient pas la question et se diraient j'aime bien ce vêtement. Et le reposeraient pas en disant mince, je peux pas ces rayons hommes ou je peux pas ces rayons femmes, c'est pas pour moi. Juste elles prendraient le vêtement et elles pourraient s'exprimer et s'amuser avec la mode parce que c'est ça le but aussi. Donc ça enlèverait des freins. Mais après, comme je disais, il y a des personnes qui sont très ravies d'avoir la catégorie femme et d'aller dedans, donc ou homme d'ailleurs. Donc la question se pose, mais ça serait il faut s'intéresser. Et en tout cas, ça se réfléchit, même chez les enfants, finalement, parce que là, c'est là où tout se construit et tout, donc ça peut être intéressant de le faire dans la mode enfant aussi. C'est un gros sujet. Ouais. Et donc, quelques questions de fin qui deviennent un peu rituelles maintenant, plus sur toi. Te considères-tu comme une personne engagée et pourquoi ? Je sais pas. A priori, je dirais non parce que personnellement, j'ai juste l'impression de faire mon bout de chemin perso et de me déconstruire au fur et à mesure, d'apprendre des choses, d'agir en conséquence. Après, il se trouve que ces secteurs sur lesquels, qui m'intéressent et sur lesquels j'agis sont des secteurs considérés comme engagés. Donc, aux yeux des autres, oui, peut-être. À mes yeux, non, j'ai juste l'impression d'être moi et d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même, de me trouver aussi, parce que c'est toujours pas le cas, de m'épanouir. Donc, pour moi, c'est surtout une démarche personnelle. Bien sûr, je la partage parce que j'ai envie... peut-être que des gens se retrouvent dans ce parcours, des gens qui sont aussi perdus comme moi je l'ai été, comme je le suis aussi sur certains sujets aujourd'hui. Donc des gens qui puissent se retrouver là-dedans, qu'on puisse ouvrir le débat, en discuter, peut-être inspirer certaines personnes. Mais à titre personnel, j'essaie juste de faire mes petits trucs et voilà quoi. C'est déjà très bien. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi ? Question piège pour toi du coup. Ouais. Mais du coup, je pense à sœur. Je pense à la citation là,
not sisters, but sisters, avec le C et le S qu'on remplace pour justement du coup inclure les personnes non cis dans la sororité. Pareil, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de m'imposer dans quelque chose qui ne m'appartient pas et de forcer les personnes qui se reconnaissent à 100% dans cette sororité à changer leur façon de faire parce qu'il faut m'inclure et parce que j'ai envie d'être dedans. Donc, je soutiens à fond et certaines personnes m'incluent dedans. Après, à titre personnel, je ne sais pas. Ouais, je trouve ça très très beau que les femmes se soutiennent entre elles, qu'elles découvrent leur pouvoir, qu'elles découvrent l'influence qu'elles peuvent avoir. Donc oui, c'est super beau. Après, ouais, j'ai juste pas envie de m'imposer dedans et j'ai envie de les laisser s'épanouir dans quelque chose qui leur appartient en fait. Après, on peut se poser la question de comment être, même dans cette sororité-là, d'être un peu plus inclusif. C'est toujours intéressant de se remettre en question aussi. Donc, tu vois, moi, je m'étais jamais posé la question avant de lire tes stories aussi sur comment on appréhende le mot sororité. Ouais. Donc, c'est toujours passionnant. Et toi, du coup, pardon. Du coup, tu le vois comment ? Est-ce que tu le vois comme une intrusion ? Est-ce que tu as envie de rester dans un entre-soi de femme cis ? Non. Moi, je le vois pas comme une intrusion du tout. Au contraire, je trouve que c'est important de se questionner en permanence et de se dire, ah bah attends, j'ai peut-être été exclusive dans ma façon de voir les choses. Je trouve que la sororité, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on a tellement eu cette fraternité, ce soutien entre hommes qui, du coup, nous a porté quand même vachement préjudice sur beaucoup de droits et sur cette égalité qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Après, je pense que c'est important de ne pas être exclusif. Voilà, autant je suis pour la mixité, pour parfois la non-mixité, c'est-à-dire de... c'est important, c'est important aussi de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent. Exactement, et puis surtout de porter des combats. Parfois, c'est un peu agaçant de toujours devoir expliquer en permanence pourquoi on pense ça, pourquoi on revendique ça. Enfin, parfois, c'est épuisant. Mais c'est aussi important d'inclure les personnes non binaires. Enfin, tu vois, qui sont des soutiens aussi à toutes ces causes-là. Donc, non, je me sens pas, j'ai pas l'impression qu'on cherche à entrer dans ma bulle à tout prix. Non, au contraire. Non, mais ça pourrait, ce serait pas problématique pour autant. Enfin, après, moi, j'aime beaucoup le mot adelphité. Je pense que je m'y retrouve beaucoup plus dedans. Déjà par le fait qu'il soit neutre et non genré. Je trouve que, pour le coup, il est hyper inclusif. Et en fait, ça... J'ai pas forcément réfléchi profondément à la question, mais limite, on pourrait avoir l'adelphité et peut-être la sororité à côté qui serait peut-être... je sais pas, c'est un truc qui se discute. Ouais, c'est un débat ouvert. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent veulent réagir, nous envoyer des messages pour réagir à tout ce qu'on vient de dire, c'est toujours intéressant. On est en pleine, de toute façon, on est en plein questionnement, reconstruction de toutes ces notions, donc on n'a pas de réponse toute trouvée. Complètement. Et alors, quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée à un moment. Et puis là, disons que maintenant, dans les cercles dans lesquels je suis, en tout cas, l'écoféminisme souffre de pas mal de clichés, surtout de l'essentialisation de la nature de la femme. Donc ouais, je dirais que l'écoféminisme en souffre un peu. Pourtant, il y a des choses qui sont hyper bonnes à prendre dedans, simplement par le fait, comme on l'a pu le dire, que les femmes et les personnes perçues comme telles sont les premières à souffrir du dérèglement climatique, de la pollution, des choses comme ça. Donc, du fait aussi que les valeurs et les façons de faire dites féminines, en tout cas, ont été un petit peu effacées au profit des valeurs dites masculines. Donc, après, de par ma façon de voir le genre, je suis plus dans une idée d'un équilibre entre les deux, plus que à fond dans les valeurs écoféministes, en fait. Je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout. Et donc, créer un savant mélange qui fonctionnerait, ça serait bien. On est d'accord. Et alors, la dernière question que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Pas vraiment au sens... souvent, les gens, ils ont une célébrité ou quelqu'un d'un peu connu qui prennent comme un modèle et vers lequel ils ont envie de tendre. Moi, j'en ai jamais eu.
peut-être parce que je me suis aussi jamais reconnue. Maintenant que tu le dis, mince. Révélation en direct. Non, mais c'est vrai. Il ouais, y a un c'est manque vrai. aussi de représentation et de C'est diversité vrai. dans les gens qu'on met en avant, dans les médias. Ouais, effectivement. Après, à l'heure actuelle, je pense que je pioche un peu partout, dans mon entourage, chez mes amis, chez les gens que je vois, ouais, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et je mélange un peu tout et je fais à ma sauce pour que ça fit avec moi. Ouais, je n'ai pas vraiment de modèle, mais en tout cas, je suis très inspirée beaucoup par mes amis, donc les personnes que j'ai pu rencontrer pendant mes études, mon parcours, mais aussi beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, via Instagram, et que j'ai rencontrées aussi dans la vraie vie, qui étaient un peu, des personnes qui étaient très inspirantes, et puis je les ai rencontrées dans la vraie vie. Maintenant, ce sont des amis, et ouais, donc je suis plus inspirée par des gens qui sont autour de moi et qui sont dans mon entourage direct. Ouais. Ok, très bien. Écoute, merci infiniment Merci d'avoir à toi. répondu à toutes ces questions et nous avoir aidé un peu à déconstruire plein de notions. Donc, Avec merci grand beaucoup. plaisir. Merci à Emma d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.